Troisième partie, 7 jours pour remodeler votre vie. Chapitre 19. La destinée émotionnelle, le seul véritable succès. Première journée. Votre résultat. Prendre le contrôle de vos émotions et commencer à remodeler consciemment et volontairement votre expérience quotidienne de la vie. Il n'est pas de véritable succès sans réussite sur le plan émotionnel. Pourtant, bien qu'il existe en anglais plus de 3000 mots pour décrire les émotions, une personne ne connaît en moyenne au cours d'une semaine qu'une douzaine de ces émotions. Il ne faut pas oublier que cette situation reflète non pas notre capacité de sentir des émotions, mais nos limitations qui découlent de notre perspective et de notre physiologie. Tout au long de ce livre, nous avons beaucoup traité de la maîtrise des émotions, et vous avez découvert toute une gamme d'outils pour pouvoir modifier rapidement et efficacement ces émotions. Vous comprenez maintenant que votre façon de vous sentir est une grande source de motivation. Par conséquent, il est temps que vous adoptiez un plan dynamique pour composer avec les comportements émotionnels négatifs auxquels vous faites généralement appel. De plus, il est important que vous preniez soin de passer plus de temps dans des états émotionnels positifs. Voici les moyens dont vous disposez pour modifier vos états émotionnels. Votre physiologie, votre perspective, vos questions, vos sous-modalités, le vocabulaire transformationnel, les métaphores, le conditionnement neuro-associatif, vos croyances, un avenir prometteur, vos valeurs, vos règles, vos références, votre perception de votre identité. L'exercice d'aujourd'hui a pour but de vous faire prendre conscience de vos schémas émotionnels actuels et de vous amener à vous servir de tous les outils, énumérés ci-dessus, dont vous avez besoin pour façonner chaque jour votre destinée émotionnelle. Voir, c'est croire, mais la réalité se sent. Thomas Fuller. Exercice à faire aujourd'hui. 1. Dressez la liste de toutes les émotions que vous éprouvez au cours d'une semaine normale. 2. Dressez la liste des événements ou des circonstances qui déclenchent ces émotions. 3. Trouvez un antidote contre chaque émotion négative et choisissez un moyen approprié pour réagir au signal action qui s'y rattache. Devez-vous changer les mots que vous utilisez pour décrire cette expérience? Devez-vous changer vos croyances au sujet de cet état émotionnel? Devez-vous vous poser une question plus dynamisante? Prenez soin de toujours vous concentrer sur les solutions et non sur les problèmes. Engagez-vous à remplacer vos anciennes émotions limitatives par des émotions dynamisantes et respectez ce schéma nouveau jusqu'à ce que vous l'ayez pleinement adopté. Parfaitement maîtres de nos émotions, nous nous attacherons demain à maîtriser chapitre 20, la destinée physique, prison de douleur ou palais de plaisir. Deuxième journée, votre résultat. Tout comme vous avez appris à conditionner votre système nerveux, à produire les comportements qui donnent les résultats escomptés, vous devez apprendre à conditionner votre métabolisme et vos muscles de manière à ce qu'ils vous procurent l'énergie et la bonne forme physique que vous désirez, car votre destinée physique en dépend. Il s'était donné pour but de battre un record mondial. Chaque jour, et durant 11 jours consécutifs, il avait couru 21 heures et avait passé les 3 autres heures à dormir. Le défi psychologique était aussi grand que le défi physique. Il devait quitter le monde de tous les jours dans lequel il avait vécu toute sa vie et pénétrer dans un monde où son principal objectif était son prochain pas. Il s'était entraîné pendant des années tant physiquement que psychologiquement. Son objectif? Montrer que le potentiel physique qui est emprisonné à l'intérieur de chacun d'entre nous est illimité. En battant le dernier record et en courant une distance de plus de 1600 km en 11 jours et 19 heures, c'est-à-dire une distance moyenne de 135 km par jour, Stu Mittelman a prouvé que, en sachant conditionner son esprit et son corps, on peut obtenir des résultats très supérieurs à ce que les gens croient en général. Il a prouvé que les capacités humaines sont extraordinaires et que nous pouvons nous adapter à n'importe quoi si nous savons exploiter de manière croissante les pouvoirs qui sommeillent en nous. Dans ce chapitre, nous allons établir quels sont les secrets fondamentaux qui ont donné à Stu Mittelman les moyens de s'entraîner pour réaliser cet exploit sans précédent. Pendant des années, j'avais pris pour modèle des personnes que je considérais comme des maîtres dans leur domaine et je m'étais beaucoup intéressé à la forme physique et à la santé au cours des 10 dernières années. Lorsque j'ai entrepris mes recherches dans ce domaine, j'ai été désorienté par les innombrables points de vue contradictoires d'experts qui semblaient tous aussi compétents. Pour retrouver mon chemin dans cette jungle d'opinions, j'ai décidé de faire des résultats
le principal critère de choix. Je prenais pour modèle et professeur des gens qui obtenaient régulièrement des résultats de grande qualité. Tout comme j'arrivais difficilement à accepter sur le plan psychologique qu'un médecin ayant 40 kilos de trop puisse donner des conseils de santé à des patients, je remettais en question la validité des propos d'experts en conditionnement physique sans énergie et au corps décharné. La première fois que j'ai entendu parler de Stu Mittelman et de ses réalisations, j'ai été fasciné, surtout lorsque j'ai appris que toutes les personnes qui avaient assisté à son exploit disaient qu'il paraissait plus en forme à la fin de sa course que lorsqu'il l'avait entreprise. Il n'avait aucune blessure, pas même une ampoule au pied. Qu'est-ce qui lui avait donné cette capacité extraordinaire de pousser son corps à des limites extrêmes et de maximiser son potentiel sans se blesser? Bien sûr, Stu s'était très bien préparé pour sa course. Il détenait des diplômes de maîtrise en psychologie des sports, en sociologie, en psychologie sociale et travaillait à l'obtention d'un doctorat en physiologie de l'exercice à l'Université Columbia. Cependant, son savoir le plus précieux était la distinction qu'il avait faite entre la santé et la bonne forme. Deux choses bien différentes. C'est une distinction que n'a pas su faire Jim Fixx, auteur célèbre d'un livre sur la course à pied. Il était en forme, mais pas en parfaite santé. C'est parce que les gens ne saisissent pas la différence entre la forme physique et la santé qu'ils sont frustrés de faire de l'exercice religieusement sans toutefois parvenir à perdre les kilos qui leur épaississent la taille. Parlons d'impuissance acquise. Pis encore, certaines personnes font du conditionnement physique le centre de leur vie et croient que leur comportement préserve leur santé, alors qu'elles se rapprochent un peu plus tous les jours de la fatigue chronique, de la maladie et des bouleversements émotionnels. Qu'est-ce que j'entends exactement par la différence entre la santé et la bonne forme? La bonne forme est la capacité physique de s'adonner à des activités athlétiques. La santé se définit quant à elle comme un état dans lequel tous les systèmes de l'organisme, nerveux, musculaires, squelettiques, circulatoires, digestifs, lymphatiques, hormonal ou autres, fonctionnent de manière optimale. La plupart des gens croient que la forme physique va de pair avec la santé, mais ce n'est pas toujours le cas en réalité. L'idéal serait de jouir d'une bonne santé et d'être en bonne forme. Mais si vous voulez primer la santé, vous en récolterez des bienfaits pendant toute votre vie. Si vous vous mettez en forme au détriment de votre santé, vous ne vivrez peut-être pas assez longtemps pour profiter pleinement de votre spectaculaire silhouette. Pour parvenir à l'équilibre optimal entre la santé et la bonne forme, nous devons soumettre notre métabolisme à un entraînement. Tout comme nous cultivons notre esprit et conditionnons nos muscles, Stu et l'un de ses entraîneurs, le Dr Philip Maffetone, ont prouvé que nous pouvons former notre métabolisme. Les résultats de Stu en sont l'évidence même. Pendant qu'il parcourait son marathon de 1600 km, il aurait dû se heurter à un mur. Pourtant, cela ne s'est pas produit, même en courant une moyenne de 135 km par jour. Si vous saisissez bien les profondes distinctions que Stu a utilisées, vous pouvez modifier non seulement votre apparence, mais aussi votre degré d'énergie, la qualité de votre vie et, en fin de compte, votre destinée physique. Pour bien comprendre la différence entre la santé et la bonne forme, il faut savoir la distinction entre l'exercice aérobie et l'exercice anaérobie, entre l'endurance et la puissance. Aérobie signifie littéralement « avec oxygène » et se rapporte à des exercices modérés soutenus pendant une période donnée. Votre système aérobie est celui de l'endurance et il stimule votre cœur, vos poumons, vos vaisseaux sanguins et vos muscles aérobies. Si vous activez votre système aérobie en vous alimentant convenablement et en faisant de l'exercice, vous brûlez principalement des calories sous forme de graisse. Enfin, anaérobie signifie littéralement sans oxygène et se réfère à des exercices qui produisent une brève poussée de puissance. Les exercices anaérobies brûlent du glycogène comme principale source d'énergie, tout en amenant l'organisme à emmagasiner de la graisse. Vos gènes déterminent la capacité de votre organisme de brûler la graisse et, en fait, certaines personnes ont, dès la naissance, un système très aérobie. Ce sont les personnes que nous envions parce qu'elles semblent pouvoir manger n'importe quoi sans jamais prendre de poids. La plupart des exercices peuvent être soit aérobie ou anaérobie. Le niveau d'intensité détermine si vous utilisez votre système aérobie ou votre système anaérobie. La marche, le jogging, la course, la bicyclette, la danse, etc. peuvent stimuler l'un ou l'autre de vos systèmes. Un rythme cardiaque plus faible rend ces activités aérobies, tandis qu'un rythme cardiaque plus élevé les rend anaérobies. En général, le tennis, le racquetball, le basketball et autres sports semblables sont anaérobies. De nos jours, la plupart des Américains ont un style de vie qui les garde constamment dans un état anaérobie, submergés de stress et d'obligations, qu'ils empirent en choisissant certaines formes d'exercice.
Ils obligent leur métabolisme à fonctionner continuellement de manière anaérobie, c'est-à-dire à lui faire brûler du glycogène comme principale source d'énergie. Lorsque les taux de glycogène dans l'organisme deviennent extrêmement faibles, le métabolisme, entraîné à fonctionner de manière anaérobie, utilise le glucose comme source d'énergie secondaire, ce qui perturbe immédiatement l'état de santé et la vitalité. Dès que vos besoins anaérobies privent votre organisme du glucose que vous pourriez réserver à d'autres fins, vous en ressentez immédiatement les effets négatifs. Comme votre système nerveux emploie les 2/3 de vos réserves de glucose, le déficit que créent les exercices anaérobies peut vous causer des problèmes neuromusculaires, comme des maux de tête et de la désorientation. Voici une liste de certains symptômes révélateurs qui sont directement liés à un entraînement anaérobie excessif de votre métabolisme. Fatigue, blessures récurrentes causées par l'exercice, faible taux de glucose, dépression et angoisse, problèmes de graisse liés au métabolisme, syndrome prémenstruel, problèmes de circulation et raideur dans les articulations. Nous vivons dans une société où les gens sont extrêmement stimulés sur le plan anaérobie et trop peu sur le plan aérobie, ce qui a pour effet de nuire à la santé de la population dans l'ensemble du pays. Dans une société moderne et industrialisée, les gens sont moins actifs physiquement. Il y a quelques dizaines d'années à peine, les gens effectuaient des tâches quotidiennes qui exigeaient des efforts physiques, tandis que de nos jours, il faut concevoir des moyens d'être actifs pour remplacer ces tâches physiques que nous ne faisons plus. Nous appelons ces activités forcées de l'exercice. Malheureusement, beaucoup de gens remplis de bonnes intentions, y compris des athlètes compétents, gâchent leur santé en faisant de l'exercice. Notre désir d'obtenir des résultats exceptionnels dans des délais très brefs nous amène à créer un déséquilibre entre notre santé et notre bonne forme, et nous en subissons les conséquences. Heureusement cependant, il existe une solution toute simple pour remédier à ce problème. Le secret de Stu Mittelman a été d'avoir compris que santé et bonne forme vont de pair. Selon le docteur Maffeton, il faut bien saisir que tous les programmes d'exercice exigent que l'on commence par se donner une base aérobie, que l'on s'accorde une période de temps au cours de laquelle les activités sont purement aérobies et ne comprennent aucun exercice anaérobie. Cette base aérobie doit se développer sur une période d'au moins 2 mois et de 8 mois au maximum. Après cette période de conditionnement aérobie, on fera des séances d'exercice anaérobie 1, 2 ou 3 fois par semaine. Bien développer votre système aérobie fera non seulement de vous un meilleur athlète, mais cela vous permettra aussi de brûler l'excès de graisse autour des hanches et de la taille, de renforcer votre système immunitaire, d'accroître votre vitalité et d'éviter les blessures. En d'autres termes, c'est une façon de développer un bon état de santé et une bonne forme grâce au conditionnement approprié de votre métabolisme par un entraînement aérobie puis, lorsque cela est possible, par un entraînement anaérobie. En vous donnant une base aérobie, vous développez aussi énormément d'énergie et d'endurance. N'oubliez pas que, en accroissant vos capacités aérobie, vous augmentez la capacité de votre organisme d'alimenter tous vos organes et vos systèmes en oxygène, la source de la vitalité et de la santé. Hélas, la plupart des gens essaient de dépasser leur rythme cardiaque idéal et font ainsi leurs exercices dans un état anaérobie. N'oubliez pas que si vous ne vous êtes pas donné une base aérobie, vous faites tous vos exercices anaérobie au détriment de votre endurance. En voulant se mettre en forme très rapidement, beaucoup de gens essaient de faire des exercices à un rythme cardiaque maximal. Pour établir votre rythme cardiaque maximal, la formule consiste, en général, à soustraire votre âge de 220. Ainsi, pour une personne de 30 ans, cela signifie un rythme cardiaque de 190. Or, faire de l'exercice à ce rythme cardiaque pendant des périodes prolongées est ce qu'il y a de plus destructeur pour votre organisme. Vous serez peut-être en forme, mais vous le serez au détriment de votre santé. Au fait, savez-vous qui a commis cette erreur pendant plusieurs années ? Eh oui, je me suis efforcé d'atteindre mon rythme cardiaque maximal. Je sautais sur mon Stairmaster, un appareil d'exercice, et je m'astreignais pendant 20 minutes à maintenir mon rythme cardiaque maximal. Il m'arrivait même de passer quelques semaines sans faire de jogging, puis de me lancer dans une course de 8 km sans le moindre exercice de réchauffement. Après un tel effort, je restais plusieurs jours sans pouvoir marcher, mais je croyais sincèrement que je ne pouvais pas faire de progrès sans souffrir et que j'améliorais véritablement mon état de santé. En réalité, je ne faisais qu'établir une relation d'amour et de haine avec l'exercice. Mes associations mixtes de plaisir et de douleur me faisaient éviter l'exercice aussi longtemps que ma conscience me le permettait. Puis j'essayais de me rattraper en une seule séance. J'ai appris depuis lors que lorsque nous commençons à faire de l'exercice à un rythme qui oblige immédiatement notre organisme à exploiter ses capacités anaérobies, il peut survenir quelque chose de très dangereux.
Pour alimenter les muscles qui ont davantage besoin de sang lorsque nous faisons des exercices anaérobies, notre organisme doit réduire son apport de sang à d'autres organes très importants comme le foie et les reins. Ces organes se trouvent alors privés d'une quantité importante d'oxygène, ce qui altère considérablement leur vitalité et leur santé. Si cela se produit régulièrement, ils s'affaiblissent, s'endommagent et se détruisent. Afin d'éviter cela, il faut entraîner votre métabolisme pour qu'il fonctionne de manière aérobie. Votre organisme ne brûlera pas de graisse à moins qu'il ne soit formé pour en brûler. Par conséquent, si vous voulez vous débarrasser de vos bourrelets, vous devez entraîner votre organisme pour qu'il brûle de la graisse et non du sucre. N'oubliez pas que selon Stu Mittelman et le Dr Maffetone, le critère favorable à l'exercice aérobie est qu'il brûle de la graisse. Et que l'un des plus grands bienfaits de ces exercices est d'empêcher l'encombrement des artères qui entraîne l'apparition des maladies cardiaques, la principale cause de décès aux États-Unis. Cette maladie tue une personne sur deux. Dans leurs efforts pour éliminer toute graisse dans leur alimentation, certaines personnes finissent par mettre leur organisme dans un état d'urgence qui lui fait emmagasiner le gras encore plus efficacement. Ces personnes aggravent leur cas en s'affamant. Lorsqu'elles reprennent enfin leurs anciennes habitudes alimentaires, leur organisme emmagasine encore davantage de gras qu'il ne le faisait auparavant, et ces personnes reprennent plus de poids qu'elles n'en avaient perdu. C'est ce qui explique pourquoi les gens sont tellement obsédés par les 5 derniers kilos à perdre. Lorsque les gens me disent qu'ils veulent perdre 5 kilos, je leur demande 5 kilos de quoi? Très souvent, ces gens font des exercices qui leur font perdre de l'eau et du muscle, mais pas de graisse. Vous pouvez avoir aujourd'hui le même poids qu'il y a 10 ans, mais être en moins bonne santé, parce que vous avez moins de muscles et plus de graisse. Comme le muscle est plus lourd que la graisse, si vous avez le même poids qu'il y a 10 ans, mais que vous avez surtout de la graisse, vous avez de graves problèmes. Bien qu'il soit vrai qu'il faut limiter notre consommation de graisse, à un pourcentage variant entre 20 et 30% de notre apport calorique total, rien n'est meilleur que les exercices aérobies pour entraîner notre métabolisme à brûler ces graisses. Il n'y a pas de pourcentage idéal de gras dans l'apport calorique d'une personne. Tout dépend de la façon dont son métabolisme utilise les graisses qu'elle consomme. N'aimeriez-vous pas ressembler à ces personnes que vous enviez parce qu'elles ont la chance d'avoir un métabolisme qui brûle les graisses? Sachez que c'est possible. Ce n'est qu'une question de conditionnement. Comment amener son métabolisme à brûler la graisse et à assurer l'énergie, l'endurance et la vitalité dont on a besoin pour mettre en pratique ce qu'on a appris dans ce livre et profiter pleinement de la vie? J'ai pour vous de bonnes et de mauvaises nouvelles. Voici d'abord les bonnes nouvelles. Vous pouvez y parvenir en respectant tous les jours un programme en quelques étapes. Et maintenant, les mauvaises nouvelles, il n'y a pas de formule miracle. Vous n'y parviendrez pas en conduisant une voiture de golf d'un trou à l'autre, et ce n'est pas là une forme d'exercice aérobie. Passer d'un extrême à l'autre ne vous donnera pas non plus les résultats escomptés. En effet, les efforts violents constituent un exercice anaérobie. Ils provoquent un déficit d'oxygène instantané dans les cellules de votre organisme et amènent votre métabolisme à s'entraîner à brûler du glycogène ou du glucose. Ainsi, vous continuez à emmagasiner de la graisse. L'élément le plus important pour notre santé est sans doute l'oxygène. Tous les jours, nous respirons quelques 10 000 litres d'air pour alimenter nos tissus en oxygène, sans quoi nos cellules s'affaiblissent et meurent. Notre organisme se compose d'environ 75 billions de cellules qui nous fournissent de l'acide adénosine triphosphorique, ATP, c'est-à-dire l'énergie de base nécessaire à toutes nos activités, que ce soit pour respirer, rêver, manger ou faire de l'exercice. Ainsi donc, pour survivre, nos cellules ont besoin d'oxygène afin de brûler du glucose et produire de l'ATP pour assurer leur croissance. Ce qui importe, c'est de ne pas épuiser vos réserves d'oxygène pendant l'exercice. Vous voulez savoir si vous ne faites plus de l'exercice aérobie, mais de l'exercice anaérobie. Voici comment procéder. Lorsque vous faites de l'exercice, pouvez-vous parler? Aérobie. Êtes-vous trop essoufflé pour parler? Anaérobie. Votre respiration devrait être régulière et perceptible, mais non forcée. Comment vous sentez-vous pendant une séance d'exercice? Si vous faites de l'exercice aérobie, vous devriez sentir que c'est agréable mais fatigant. Si vous faites de l'exercice anaérobie, vous avez carrément l'impression de vous forcer. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 représente l'effort minimal et 10 l'effort maximal, quel score vous accordez-vous? Si vous dépassez 7, vous ne faites plus de l'exercice aérobie, mais de l'exercice anaérobie. Idéalement, vous devriez vous situer entre 6 et 7.